C'est la première fois que nous assistons à une telle mobilisation autour des défis liés aux océans. Oui, les mers et les océans sont des espaces contestés, c'est-à-dire des espaces de forte tension, des espaces de rivalité stratégique. Le vaste territoire marin de la France a conduit depuis longtemps nos marins à explorer de nouveaux territoires. L'année 2022 sera décisive et donc nous devons prendre à Brest aujourd'hui des engagements clairs et fermes. Ce sommet de Brest, eh bien, il est une opportunité historique qui porte des enjeux qui s'attachent aux océans au niveau international et au plus haut niveau. Ce sommet est un succès parce qu'on se sent d'accord sur la déclaration de Brest, sur l'alliance qui démarre. L'exploitation minière en eau profonde est une menace à venir majeure qui pose aujourd'hui de grandes préoccupations. Les États membres de ce que l'on appelle l'Autorité internationale des fonds marins, qui est l'organisme chargé de réglementer l'activité minière dans les eaux internationales, débattent aujourd'hui de l'ouverture des profondeurs de l'océan à une possible exploitation commerciale. Si cette exploitation est autorisée, les scientifiques ont déjà prévenu que la perte de biodiversité sera inévitable et possiblement massive et irréversible. How dare you? Make our planet great again. La bataille pour les océans a commencé. Du 9 au 11 février 2022, s'est tenu à Brest le One Ocean Summit, un sommet pour les océans dans une ville portuaire et bretonne du bout du monde, un emplacement symbolique dans le Finistère, là où siège l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, un fleuron de la science océanographique. Ce sommet est organisé par la France, voulu par Emmanuel Macron, dans le cadre de la présidence de l'Union européenne, annoncé en septembre au Congrès mondial de l'UICN à Marseille. La France va organiser, dans les prochains mois, ce que nous avons fait pour la biodiversité en début d'année, c'est-à-dire un One Ocean Summit, qui va consister à mettre les scientifiques, les acteurs économiques, les acteurs régionaux et les Nations Unies autour de la table pour pouvoir lancer des initiatives en matière de recherche, en matière de juridiction internationale et essayer aussi de bâtir, de compléter, si je puis dire, le droit international qui nous permettra de protéger cet espace. Alors vous me direz, encore une grande messe internationale, un show où vont parader les chefs d'État? Eh bien vous avez raison. Tous les ingrédients y étaient, des discours lénifiants ponctués de clips avec la douce voix de Harrison Ford. I am the ocean. I'm water. I'm most of this planet. Mais quel était l'enjeu? Pourquoi convoquer à Brest les chefs d'État pour parler des océans? Pour décrypter cette séquence, j'ai interviewé Catherine Le Gall, journaliste. Elle est l'auteure du livre L'imposture océanique. Elle était présente au sommet et ce qu'elle a entendu l'a laissé plutôt sceptique. Il y a des constats partagés, tout le monde est dans un entre-soi bien entendu, mais les vraies questions qui fâchent ne sont pas abordées, notamment la remise en question de notre système de société et de notre modèle économique à terre, qui a des angles morts qui, quelque part, montrent de quelle manière est envisagée la protection de l'océan. Dans ce sommet, c'est une protection de l'océan qui va être compatible avec la croissance économique, la domination de notre modèle économique occidental. Pour bien comprendre l'enjeu, je vous invite à un petit retour en arrière, parce que ce moment s'inscrit dans une séquence plus large, qui d'ailleurs n'est pas terminée, et qui s'est ouverte en 2021. Nous avons pris l'engagement au printemps 2019 d'avoir 30% de protection et 10% de protection forte. Parce qu'il vous faut aussi continuer le travail pour mieux connaître nos océans. Et il faut mener ce travail parce que 60% de notre espace maritime est hors du droit. 60% de notre espace maritime, en quelque sorte, il est hors de nos aires marines qui sont sous ce que nous maîtrisons. Et si nous ne voulons pas que ces 60% de nos océans deviennent des zones de non-droit, de concurrence, de prédation géopolitique, marchande, et une catastrophe pour la biodiversité et pour la science, nous devons nous battre pour un agenda qui met nos océans au cœur de nos objectifs en tant que bien public mondial, que bien commun. Ce qu'on retient d'abord,
c'est l'annonce d'Emmanuel Macron la plus commentée, la promesse d'atteindre 30% d'espace terrestre et maritime français protégés. Objectif atteint en ce qui concerne les mers et océans, avec l'extension de l'aire marine protégée des terres australes françaises qui devient la deuxième plus grande réserve maritime mondiale. Nous avons dépassé l'objectif de 30% cette année grâce au décret qui a été signé ce matin et qui permet l'extension de la réserve naturelle des terres australes françaises, ce qui permet d'atteindre 33% de la superficie française classée en aire protégée. Emmanuel Macron parle de 30% de la façade maritime française, mais ça veut dire que 70% est laissé à justement l'accaparement des acteurs économiques qui veulent en extraire les richesses. Donc on en préserve 30% et on laisse 70% aux mains des acteurs économiques. Donc déjà, ça c'est une question. Ensuite, les aires marines protégées, elles ne vont pas protéger ni de la pollution, ni de l'eutrophisation, ni de l'acidification que subissent les océans. Donc c'est une protection qui est très minimale sur le principe. Et en plus, les gens qui sont pro-aires marines protégées disent bien que la majorité d'entre elles ne sont pas efficaces et que ça reste des aires marines protégées de papier. Ça a été encore répété maintes fois lors du sommet. Donc, les aires marines protégées ne semblent pas être l'instrument idéal pour protéger les océans, d'autant plus que dans certaines d'entre elles, en effet, il va y avoir un phénomène d'accaparement écologique, dans le sens où on va privilégier une industrie par rapport à une autre. Il y a des AMP, par exemple, qui vont être interdites à la pêche, et notamment à la pêche artisanale locale, mais par contre qui va être ouverte aux touristes et au tourisme occidental. Et donc là, il y a bien une privatisation, un accaparement de l'espace au profit d'une industrie et au détriment d'une autre. Ça, c'est la partie immergée de l'iceberg. Qu'en est-il de la haute mer, soit 60% des océans? Et qu'en est-il des fonds marins? Peut-être le véritable enjeu des négociations internationales en cours, parce que les océans attisent les convoitises. Et les industriels miniers ont les regards braqués sur les grands fonds marins. Beaucoup espèrent exploiter ces territoires inconnus, mystérieux, et pouvoir y plonger les machines extractivistes qui pourraient revenir à la surface, chargées de richesses et de trésors miniers. Preuve de l'intérêt français, une circulaire est publiée le 5 mai 2021 sur la stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les grands fonds marins. Dedans, le projet 3 prévoit la réalisation d'une cartographie des espaces à protéger et des espaces ouverts à une éventuelle exploitation durable et d'être en mesure d'afficher un calendrier à la fin du quinquennat. Elle fixe, comme troisième priorité, la valorisation des ressources des grands fonds en lien avec le potentiel industriel français. En octobre 2021, le président de la République a présenté le plan d'investissement intitulé France 2030. Dans ce plan, il y a 10 objectifs, et le 10e concerne les océans. 10e objectif, enfin, dans ce mieux comprendre, c'est l'investissement dans le champ des grands fonds marins. La France, je le disais, est la deuxième puissance maritime du monde. Et il y a aujourd'hui, pour comprendre, connaître les grands fonds marins, des innovations de rupture à conduire, pour mener ces explorations et pour permettre le travail scientifique. J'entends déjà le débat venir, je ne parle pas d'exploitation à ce moment-là, je parle d'exploration. Mais qui peut accepter que nous laissions en quelque sorte dans l'inconnu la plus complète une part si importante du globe? Et nous avons dans nos zones économiques exclusives la possibilité d'avoir accès à ces explorations, qui est un levier extraordinaire de compréhension du vivant, peut-être d'accès à certains métaux rares, de compréhension du fonctionnement de nouveaux écosystèmes, d'innovation en termes de santé, en termes de biomimétisme, etc., etc. Il y a des familles d'innovations derrière, justement, l'exploration des grands fonds marins qui est inouïe. Et donc, notre volonté est aussi, pour cette France de 2030, d'assumer un investissement de la nation dans le champ des grands fonds marins, qui soit la clé, là aussi, pour ensuite évaluer les applications possibles et conduire ce cheminement. Parce qu'évidemment, tout cela, c'est pour notre bien. Certaines ONG ont demandé un moratoire pour qu'on puisse au moins savoir quels sont les impacts sur le fond. Donc évidemment que l'étape d'après l'exploration, c'est l'exploitation, puisque il y a une indépendance énergétique primordiale à gagner en fait en exploitant ces nodules polymétalliques, puisque l'Europe et la France sont dépendantes de la Chine qui
importe et traite pratiquement 99% des terres rares. Donc, on comprend bien que c'est un enjeu stratégique. Il faut préciser qu'à Marseille, lors du Congrès mondial de la nature de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, au moment de voter le moratoire pour l'exploitation minière en grande profondeur, la France s'est abstenue. Alors, Emmanuel Macron, lui, il ne veut pas parler d'exploitation, il parle d'exploration. D'ailleurs, il a fait de l'exploration une question centrale et pendant 3 jours, le gouvernement a ressassé son désir de mieux connaître les fonds marins, dont est exploré que 10 à 15%, et d'en savoir plus sur ce qu'on y trouve avec l'espoir d'y faire des découvertes. J'entends contribuer à faire avancer nos investissements dans le domaine de l'océanographie opérationnelle. Cette application pratique de la science est encore très mal connue de nos concitoyens. Elle est pourtant de plus en plus stratégique pour aider les puissances publiques et les acteurs privés à affronter les défis des océans. L'océan, aujourd'hui encore, reste un mystère majeur pour l'humanité. Nous venons de l'entendre également. Ainsi, il nous incombe de mieux comprendre les secrets dont recèle l'océan. C'est la raison pour laquelle l'Union européenne met en place un jumeau numérique de l'océan, c'est-à-dire que nous connectons l'ensemble de nos atouts, comme les satellites Copernicus, avec les briseurs de glace, avec des drones sous-marins, mais aussi avec des solutions informatiques de très haut niveau, pointe. Nous allons recueillir des matériaux, recueillir des données, les transformer en connaissances en temps réel pour développer des prédictions à long terme. Nous sommes en train de mettre au service le pouvoir de la révolution numérique et nous mettons cette révolution numérique au service de nos océans. Aujourd'hui, nous connaissons que 20% de la carte des fonds sous-marins. Eh bien, nous prenons ensemble cet engagement de passer à 80% d'ici 2030 de connaissance de la carte des fonds sous-marins. Je sais tous les sujets de sensibilité sur cette affaire, mais je dis une chose, on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Et donc, il ne faut pas commencer à dire le mieux pour protéger, c'est de ne pas vouloir connaître. Donc j'assume totalement de lancer des grandes missions d'exploration des fonds marins. C'est absolument indispensable pour qu'on puisse connaître et qu'on puisse derrière protéger. Et puis, ce ne serait pas juste de dire qu'on peut aller jusque dans Mars, dans la Lune, faire des formidables missions spatiales, mais que nos fonds marins, on ne pourrait plus faire de grandes missions, de grandes explorations. Et donc, oui, dans nos grands fonds marins, oui, dans nos pôles, on va continuer de financer des grandes missions d'exploration scientifique pour connaître. D'ailleurs, ce sujet agace fortement les ONG environnementales réunies lors d'une conférence de presse. Une nouvelle lubie, d'une certaine manière, de cette vision d'un monde d'avant où le minier va sauver l'industrie, c'est d'aller vers l'extraction minière en grande profondeur, avec une ambiguïté permanente autour du terme d'exploration. On parle bien ici d'exploration minière, régie par un code minier dans le cadre de l'AIFM, on ne parle pas de recherche scientifique. Ce n'est pas l'explorateur à la recherche de grandes découvertes, on est dans du minier. Et cette contradiction trouble le débat. Aujourd'hui, il faut un débat sur l'exploitation de ces ressources et donc un moratoire. Ces ressources, elles peuvent être utiles comme composants des technologies numériques ou des énergies renouvelables. Il y a un minerai en particulier très convoité, il s'agit des nodules polymétalliques. Un caillou de la taille du poing, qui se forme pendant des millions d'années et qui tapissent les plaines abyssales qui foisonnent de cobalt, de magnésium, de nickel, de cuivre et de manganèse. Les nodules polymétalliques, ils vont servir effectivement pour les voitures électriques, mais ils vont aussi servir pour construire des téléphones portables, des satellites, et on ne va pas interroger l'utilisation que nous, on a à terre de ces nodules polymétalliques. Si je prends par exemple un portable, est-ce qu'on a besoin de détériorer à ce point les écosystèmes pour avoir tous accès à Insta, pour avoir accès à des vidéos YouTube où on voit des petits chats mignons ou des bébés qui se cassent la figure Enfin, je veux dire, il faut aussi interroger l'utilisation de l'énergie qui va être tirée de l'extraction de ces minerais. Et ça, c'est un travail qui n'est pas fait. Et il faudrait interroger la manière dont cette énergie produite par les parcs éoliens qui vont être construits en mer, par exemple, ou par les nodules polymétalliques, la manière dont on va les utiliser. Est-ce que ça vaut le coup de détruire des écosystèmes marins pour aller sur YouTube? Les industriels se tournent vers les océans parce que c'est un puits potentiellement, entre guillemets, infini d'exploitation. Évidemment qu'il est fini et évidemment que ça va avoir des impacts. Cette chasse aux ressources, elle risque de se faire au détriment des plus petits, des plus vulnérables, des pays du Sud peu présents dans ces rendez-vous. Les victimes, ce sont par exemple les nations du Pacifique qui ont de quoi s'inquiéter.
Écoutez Henri Punat, secrétaire général du Forum des îles du Pacifique, qui a pris la parole lors du sommet. Un positionnement géopolitique dans le Pacifique a gagné en importance. En effet, de grandes puissances ont développé des stratégies vis-à-vis du Pacifique. Ce n'est pas surprenant. Pourquoi? Parce que nous disposons d'atouts particulièrement précieux, c'est-à-dire notre océan. Mais nous avons toujours également été déterminés dans notre volonté de préserver, de protéger notre océan. Et nous avons toujours réaffirmé que nous ne sommes pas de petits États insulaires, mais plutôt de grands États océanographiques. En effet, nous disposons d'un potentiel immense étant donné les océans qui nous entourent, et il s'agit bel et bien de notre atout stratégique le plus important et le plus précieux. Excellence, aujourd'hui, il nous incombe d'endosser notre responsabilité pour nos océans, et cette responsabilité doit être prise au sérieux. En effet, l'objectif de développement durable numéro 14 porte sur les océans. Nous avons une histoire de gestion collective des ressources de l'océan, comme par exemple la gestion du thon, a permis de garantir la pérennité de nos pêcheries. Nous avons consenti de très nombreux engagements en faveur de l'océan, notamment des politiques de gestion durable, comme par exemple avec Palau ou encore avec une stratégie pour l'océan de Papouasie-Nouvelle-Guinée et d'autres initiatives encore. Je serai très concis, mais permettez-moi de vous dire que Maran Mona, qui est une de ces initiatives, ça veut dire l'océan sacré dans notre langue. L'océan sacré parce que c'est le respect que nous portons à l'océan. Nous considérons que l'océan fait partie de nous. Nous considérons que l'océan définit tant nos identités que nos cultures. Nous estimons que prendre soin de l'océan et de ses ressources, c'est un devoir moral, mais c'est également une obligation et ce devrait être un droit international. Alors voilà, il faut avoir conscience que tout cela ne se fera pas sans résistance. D'ailleurs, à Brest, il y a eu un contre-sommet, les soulèvements de la mer. Et il y a eu une manifestation. Voilà, on nous pond en fait un sommet en pleine période électorale, 3 mois, même pas avant les élections, alors qu'il y avait 5 ans quand même, ce qu'on appelle la croissance bleue. Donc en fait, globalement, c'est le néolibéralisme, les théories néolibérales appliquées au monde de la mer. Donc en fait, comment sous un discours de conservation, on va exploiter toujours plus les océans, à la fois les grands fonds pour les ressources minières, mais aussi développer l'aquaculture, développer le tourisme de masse. Et en fait, c'est ça ce sommet. C'est comment on fait pour faire toujours plus de business, toujours plus de profit avec les océans, en excluant en fait les personnes qui en vivent et les personnes qui en ont toujours vécu. Parce que dans le fond, c'est aussi ça le sujet. Ce que prône ce sommet, c'est la croissance bleue. L'économie bleue, c'est la jumelle du développement durable. On voit bien ce que le développement durable a donné à terre, c'est pas vivable. Et donc, après avoir ravagé finalement les richesses à terre, les industries aujourd'hui se tournent vers les océans pour pouvoir justement alimenter cette croissance qui est de plus en plus difficile à alimenter à terre. Et ce faisant, elles veulent développer des activités et continuer à exploiter et industrialiser les océans. Et donc, à travers ce concept d'économie bleue, elles nous promettent, mais les États nous le promettent aussi, les institutions internationales, les hommes politiques, qu'on peut en même temps qu'exploiter, on peut protéger les océans. Et ça, moi, effectivement, je le questionne, parce que dans l'économie bleue, quand on regarde les rapports, notamment ceux de la Commission européenne, il y a des activités qui veulent être développées, des activités anciennes, par exemple comme le tourisme, et ça a été répété maintes fois au sommet. Mais qu'est-ce que ça veut dire que le tourisme bleu? Quand les touristes qui vont profiter de lodges, par exemple en Polynésie, viennent en avion et ensuite vont snorkeler dans des eaux enduites de crème solaire qui va avoir un impact important sur les coraux. Donc, on se demande en quoi le tourisme peut être durable. Et les nouvelles activités qui veulent être aussi développées par les économies bleues, comme les énergies renouvelables, avec la construction par exemple de parcs éoliens, ou alors l'accès aux fameux nodules polymétalliques, les minerais, qui sont très importants effectivement pour la France et pour l'Europe, pour l'indépendance énergétique. Mais pour avoir accès à ces nodules polymétalliques, on va devoir avoir un impact très fort sur les écosystèmes. Les nodules polymétalliques qui sont très importants comme composants pour les batteries de téléphone et les batteries des futures voitures électriques, ont mis des millions d'années
à se produire. Et pour y avoir accès, on va devoir détruire des écosystèmes qui sont millénaires, qui racontent l'origine en fait de la vie de l'homme sur Terre. Et ce sont des dégâts qui sont complètement irréversibles. Donc, exploiter les nodules polymétalliques, d'un point de vue écologique, est totalement aberrant. Et c'est pourtant ce modèle aberrant, ce futur métallique, qui guide la politique internationale. Mais attention, à l'Élysée, on nous précise qu'ils vont fixer des règles pour une exploitation durable et respectueuse des enjeux de biodiversité. Une belle opération de bluewashing. Nous pensons que les marchés sont de bons serviteurs. Nous devons faire usage de ces mécanismes économiques afin d'insister le développement et sauver les océans. Ce que nous montre ce sommet, The One Ocean Summit, c'est que la vision économique prend le pas sur les enjeux écologiques. C'est vraiment une démonstration et c'est ça qui est inquiétant. Une exploitation, on va dire, écologique des océans, puisque l'écologie qu'on nous propose aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle une écologie de marché, où on va considérer quelque part que la nature est là pour nous rendre des services. C'est-à-dire que l'homme n'est pas partie prenante de la nature, il n'en fait pas partie, mais il est un peu transcendant, il est un peu au-dessus, et donc la nature va lui rendre des biens et des services. Et donc là, les océans sont considérés comme tels dans l'écologie qu'on nous propose aujourd'hui. Et donc là, c'est le cas au One Ocean Summit, c'est que les océans sont considérés comme un puits carbone, et que donc on va monétiser, financiariser la capacité des océans à capter du carbone de façon à compenser les émissions des activités humaines et notamment des activités les plus polluantes. Et là, en effet, il va y avoir une vision d'exploitation commerciale quelque part des océans, mais à visée écologique, où on va par exemple proposer à des entreprises très polluantes d'acheter des crédits carbone. Avec cet argent-là, on va protéger les mangroves, on va protéger les baleines. Et donc là, la nature, elle devient un bien à préserver et un produit à vendre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au One Ocean Summit, il y a un ministre polynésien qui a dit que dans leur langage, en fait, il n'y a pas le mot nature. Parce que l'homme fait partie de la nature, au même titre que les poissons et que les arbres. Et quand on leur a demandé, nous, occidentaux, d'envisager la protection de la nature, alors ils se sont dit, mais alors, il va y avoir une distinction, une distance entre l'homme et la nature. Nous, on n'a pas de mot pour ça. Ils ont dû inventer un mot, natura, pour désigner le ciel, la forêt et la mer, et amener cette distanciation que nous, on fait dans notre vision occidentale. Et en fait, on considère les océans et la nature comme des biens et on va instrumentaliser leurs services à notre avantage. Et c'est la raison pour laquelle l'écologie de marché qu'on nous propose aujourd'hui va parler d'investissement. On a parlé beaucoup d'investissement au One Ocean Summit, d'actifs naturels, de biens et services, de services écosystémiques. Par exemple, là, on a eu quelqu'un qui nous a dit c'est important de préserver la nature, et par exemple les récifs coralliens et par exemple les côtes, parce que ça va apporter une valeur ajoutée au tourisme. Donc là, on ne protège pas les côtes pour elles, alors qu'elles sont quand même vitales pour les hommes. On va les protéger pour donner une valeur ajoutée à l'industrie touristique, sachant que par ailleurs, l'industrie touristique, elle détruit ces côtes-là. Comme il n'y a pas suffisamment de fonds publics, on se tourne vers les fonds privés. Et évidemment, un acteur privé va demander un retour sur investissement. Et donc, l'écologie de marché, l'écologie qui va donner une valeur à la nature, elle va avoir cet avantage de montrer de manière très concrète la façon dont la nature peut être monétisée et apporter une plus-value aux activités humaines. Et donc, effectivement, la nature devient un produit marchand. La politique écologique proposée par Emmanuel Macron est une politique qui est business-compatible, c'est-à-dire que c'est une politique écologique qui ne va pas remettre en question les émissions et les activités des grandes industries polluantes, notamment les industries d'énergie fossile ou les cimenteries ou celles qui vont produire énormément de plastique. Il faut savoir qu'en termes de production plastique, on prévoit plus 40% d'ici à 2030. Donc on pourrait considérer que face à l'urgence climatique, les États, les hommes politiques aient une vision plus contraignante et un système juridique et un système réglementaire qui soit beaucoup plus prohibitif et qui limite
les activités de ce type d'industrie polluante. Or, ce n'est pas ce qui est proposé. Ce qui est proposé, c'est des mécanismes de marché, des mécanismes de neutralité carbone, des mécanismes de compensation ou les aires marines protégées qui vont permettre aux industries de continuer leurs activités en prétendant qu'on peut protéger la nature via ces mécanismes-là. Or, on a bien vu qu'à terre, c'est un échec. Donc pourquoi est-ce qu'on imaginerait que ça va être possible en mer ? Donc cette écologie-là, elle est hyper dangereuse en fait, parce qu'elle est complètement déconnectée de l'urgence dans laquelle on est. Et le titre de mon livre, L'imposture océanique, elle fait référence à cette hypocrisie-là, au fait qu'on pense que cette écologie-là va nous servir, mais ce terme d'imposture aussi, il est fort parce qu'il est lié à l'inquiétude que je peux ressentir face à l'avenir. Moi, je suis maman de deux jeunes filles et je m'inquiète énormément pour leur avenir et je trouve que les réponses politiques ne sont pas du tout à la hauteur de l'urgence écologique. La vérité sur les océans, c'est juste qu'ils sont garants de notre survie sur Terre et c'est quand même fou que cet argument-là de notre survie ne soit pas suffisamment fort et que donc, pour lui donner du poids, il faut avoir des lunettes financières. Personnellement, moi, ça me dépasse. On est mal barré et on oublie l'essentiel. Les océans produisent une grande partie de l'oxygène que nous respirons et sont une source de subsistance pour des millions de personnes. Les océans sont, avec les forêts, nos meilleurs alliés pour capter le carbone.